de rémunération entre les femmes et les hommes qui n'en finit pas de progresser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on en fait assez? Il n'en finit pas de progresser. Il s'est creusé un peu depuis quelques années. Depuis 2018. C'est évidemment regrettable. Quand on regarde les choses dans le détail, visiblement, il y a beaucoup d'éléments qui se jouent au moment de la grossesse dans les entreprises privées. Et il y a des écarts qui se créent notamment à ce moment-là. Et là, il y a sûrement des mécanismes pour le coup. Le fait qu'en termes de progression de carrière, d'avancement, c'est le moment où ça cale un peu plus pour les femmes. Donc il y a sûrement de ce côté-là, peut-être sur un volet législatif, le moyen d'avancer. Vous êtes pour les quotas dans les entreprises non, pas les quotas en fait. Comment on peut faire progresser finalement les salaires des femmes dans les entreprises privées, selon vous, Jérôme Durin? Moi, je ne suis... Parler des quotas parce qu'effectivement, il y a un texte qui a été adopté la semaine dernière. Lord Darcos évoquait la parité contrainte en politique. En la matière, on ne peut pas être libéral. Si on veut que les choses changent, il faut les accompagner par la loi et il faut gagner un combat culturel. Mais comme on a du mal à le gagner, parce que c'est profondément ancré dans la société française, et il faut en passer par des contraintes. Donc les contraintes dans le secteur public, nécessairement, dans la place dans les conseils d'administration, travailler aussi avec des associations qui cherchent à féminiser certaines branches professionnelles, métiers techniques et scientifiques. On parlait du numérique qui n'est pas exemplaire en la matière, Laurence Rossignol l'évoquait à l'instant, donc il faut de la contrainte, il faut continuer d'accompagner ce mouvement, et c'est un vrai combat culturel. Et même les cadres de la fonction publique. Et il y a un consensus droite-gauche, j'ai l'impression, sur cette question de la lutte contre les inégalités. Mais pour rebondir sur ce que disaient les collègues, moi j'aime pas ce mot de la discrimination positive, mais j'avoue qu'à certains postes, dans certaines situations, ça permet de débloquer les choses, et je crois beaucoup à la valeur de l'exemple pour que les choses avancent. Allez, on va parler de la COP26, je vous l'avais promis, mais avant ça, on va retrouver précisément Bérangère Abba, la ministre qui est à votre micro, Alexandre Poussard. Oui, Steve, avec Bérangère Abba, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, qui a répondu cet après-midi à des questions sur la COP26, avec notamment une interrogation des sénateurs de gauche et écologistes sur le rôle de la France dans cette COP26 de Glasgow. Emmanuel Macron qui se porte un peu en élément moteur de la lutte contre le réchauffement climatique, mais les sénateurs ne manquent pas de lui rappeler que la France a été condamnée pour inaction climatique. Bérangère Abba, il y a un deux poids deux mesures dans le discours français? Il y a surtout un calendrier, parce que pour mémoire, nous sommes condamnés sur des engagements qui n'ont pas été tenus dans le cadre de la mandature précédente. Donc il y a déjà un exercice de calendrier qui fait qu'en responsabilité, effectivement, nous devons admettre que les trajectoires de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre n'ont pas été atteintes et que ça nécessite un renforcement, une accélération de nos engagements. Je crois que depuis le début de cette mandature, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons montré. Et nous n'avons pas fait que le dire, on a mis des moyens sans précédent, vous le savez, au budget, mais aussi grâce au plan France Relance et aujourd'hui à France 2030 qui nous permettent des investissements massifs pour accélérer cette trajectoire. Donc il va y avoir une accélération. Alors le nucléaire français est vu un peu comme l'énergie qui va permettre de décarboner l'économie, donc c'est un avantage de la France. Mais ce que disent les sénateurs de la majorité de droite sénatoriale, c'est que finalement Emmanuel Macron n'a pas vraiment investi durant son quinquennat dans le nucléaire, qui a eu de la tergiversation, pour reprendre les mots du sénateur Les Républicains Bruno Belin. Donc là encore, est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie d'Emmanuel Macron sur le nucléaire ? Alors moi, je vois au contraire une feuille de route très claire. Et avant d'être au gouvernement, j'étais parlementaire. Je crois qu'on a largement débattu de ce cadre, de ce mix énergétique français, avec une PPE qui a fixé un horizon à 50% de nucléaire. Donc on sait de fait qu'on va rester très longtemps encore dans le nucléaire. Si aujourd'hui on est sur la base de 70% du mix électrique français qui est nucléaire, en s'acheminant vers ces 50%, on est de toute façon dans un temps long qui nécessite de toute façon le maintien d'un outil industriel et de compétences. Je crois que ça n'a pas été oublié. Simplement, ça n'empêche pas, parce que l'on doit accélérer, de travailler aussi et d'investir dans les énergies renouvelables. Donc là, pour le coup, en même temps, c'est utile au niveau énergétique. Bien sûr, il en faut. Pour éviter des positions justement dogmatiques, on n'a pas besoin de dire trop ou pas assez et d'agiter des chiffons rouges. Il s'agit de savoir comment on adapte notre outil industriel pour répondre à ces besoins, à cette transition. Un besoin d'électricité aussi qui s'amplifie. Et donc, il faut qu'on sache y répondre en sécurisant les approvisionnements
français, bien évidemment, et en sortant des énergies fossiles, puisque nous avons cet enjeu, cette priorité même en termes de dérèglement climatique. Dernière question, Bérangère Abba, sur la chasse, puisque vous êtes secrétaire d'État à la biodiversité. Et la chasse, c'est un thème qui est en train de monter dans cette campagne présidentielle. Est-ce qu'il faut interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, comme le propose Yannick Jadot, le candidat écologiste, alors que par exemple ce week-end, il y a encore eu 2 accidents liés à la chasse et avec un automobiliste breton touché par balle, également un promeneur haut-savoyard touché au thorax. Donc est-ce qu'il faut interdire la chasse sur le week-end ? Alors, je crois qu'il y a des enjeux différents sur la chasse, vous l'avez dit, malheureusement des accidents, parfois dramatiques, et puis une question du partage de l'espace, des usagers de la nature qui veulent aussi trouver leur temps et leur moment pour profiter, qui de leurs loisirs, qui de cette activité qui est autorisée en France, et dans un contexte également de régulation qui est nécessaire, puisque vous le savez, nous avons une augmentation des populations, notamment de sangliers, de cervidés, qui nécessitent des interventions également, donc cette régulation sur les populations. Alors, répondre à cela, je crois qu'à nouveau, c'est dans le débat public, il faut que ce débat ait lieu, et je trouve ça très positif, vraiment. Il faut ensuite objectiver. Je présenterai dans quelques jours le bilan des accidents de la chasse de l'an passé et un premier point intermédiaire de ce début de saison. Nous ferons un point également sur la réforme de la chasse qui a vu des améliorations aussi dans les dispositifs pour favoriser la sécurité à la chasse. Et nous aurons vraiment ce débat sur la nécessité d'accélérer peut-être ces formations, ces remises à niveau qui sont prévues maintenant pour les chasseurs, et surtout d'objectiver, de donner aussi, je crois, de la transparence, de la visibilité, de la lisibilité sur les espaces chassés, sur les calendriers de chasse. On a prévu aujourd'hui beaucoup d'outils qui doivent permettre à chacun de trouver sa place en toute sérénité. Et évidemment, un accident est un accident de trop, donc de continuer à lutter pour qu'on ne connaisse plus d'accidents aussi dramatiques soient-ils. Et donc la discussion est ouverte avec les chasseurs. Merci beaucoup Bérangère Abba, secrétaire d'État à la biodiversité, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre. La COP 26, parlons-en justement. Top départ donc lundi à Glasgow. Le sommet va durer 2 semaines. Le Sénat a adopté une proposition de résolution hier lors d'Arcos qui affirme la nécessité d'un accord ambitieux. Qu'est-ce qu'un accord ambitieux pour vous ? Un accord ambitieux, c'est en effet de peut-être plus respecter ce qui aura été signé par rapport aux dernières COP. On sait très bien qu'il y a bien sûr les paroles et ensuite les actes. Vous pensez à l'accord de Paris ? Je pense à l'accord de Paris notamment. Alors, il faut que nous, on soit absolument exemplaires, bien évidemment, en France, en Europe, mais on sait très bien que les choses ne se régleront pas si les grandes puissances comme la Chine, l'Inde ou d'autres pays ne font pas aussi les efforts nécessaires. Je parle même aux États-Unis. Ce sont eux qui, bien évidemment, sont les plus pollueurs, entre guillemets, ou en tout cas ceux qui font le moins d'efforts, ou peut-être même moins conscience de ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on reste exemplaires. Ce qui c'est même pas que ça m'amuse, parce que je trouve que c'est pathétique. C'est vrai qu'on a l'impression que le gouvernement est assez aligné aujourd'hui sur le fait, comme ce que l'on dit, nous, dans la majorité sénatoriale, qu'il faut garder, bien évidemment, du nucléaire propre, pourquoi pas des plus petites centrales. Moi, j'ai le CEA sur le plateau de Saclay, donc c'est un sujet que je connais bien. On va rentrer peut-être dans le détail, mais juste, j'aimerais écouter Monsieur Durin. Un accord ambitieux, en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour vous ? Un accord crédible. Et la crédibilité, c'est ce qu'attendent les citoyens de la COP26 et de leur gouvernement. Et du coup, notre difficulté à nous, c'est qu'on a un président qui explique à l'extérieur ce qu'il n'arrive pas à faire à l'intérieur. On a rappelé tout à l'heure la condamnation par le tribunal administratif de Paris de l'État pour inaction climatique. Et moi, je veux tirer un grand coup de chapeau au ministre, au secrétaire d'État de ce gouvernement, qui essaye d'habiller tant bien que mal le en même temps, qui devient difficile à assumer en cette fin de quinquennat Macron, parce qu'on nous explique finalement à la fin du quinquennat qu'il aurait fallu faire quelque chose, mais en fait on a fait l'inverse, mais finalement on va y arriver sur tous les sujets. C'est vrai sur l'environnement, sur l'énergie, c'est vrai sur la sécurité. On arrive au bout d'un système, on a un battleur en chef qui est capable d'aller vendre des frigos à des Esquimaux devant le président, et puis derrière, tout le monde s'agite pour essayer de donner un peu de cohérence à tout ça. Le système craque là, à la fin du quinquennat, et il est temps que le débat présidentiel permette de clarifier les choses. Notamment sur l'environnement. Je vous donne la parole dans un instant, Pierre-Jean Verzelen, mais j'aimerais qu'on retrouve Quentin Calmet. Quentin, vous allez nous raconter comment le gouvernement est revenu sur cette COP26 qui a débuté lundi.
En fait, on l'entend sur votre plateau avec cette COP26, il y a eu 4 questions au gouvernement avec des angles d'attaque différents en fonction de la droite ou de la gauche. La droite et les centristes qui s'interrogeaient davantage sur la place du nucléaire et la gauche qui parlait de climato-cynisme. On va voir tout ça. D'abord, écoutons cette question du président ici au Sénat de la Commission du développement durable. C'est Jean-François Longeot qui s'interrogeait effectivement sur la place du nucléaire. Écoutez le sénateur. Monsieur le Premier ministre, en matière de nucléaire, en même temps ne peut plus durer. Sauver les accords de Paris impose de relancer le nucléaire tout de suite. Sans lui, nous ne pourrons pas atteindre l'objectif d'une réduction de 55% des émissions en 2030. À court terme, nous ne pourrons pas décarboner dans les proportions requises sans la pleine puissance des réacteurs actuels, car les SMR et les éventuels futurs EPR ne seront pas disponibles avant 15 ans. Alors, monsieur le Premier ministre, est-on crédible à la COP26 dans un tel flou ? Et donc, on l'a compris, aujourd'hui sur le banc des ministres, c'est Bérangère Abba qui avait la lourde tâche de répondre à toutes ces questions, car Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui est à Glasgow en ce moment, Bérangère Abba, qui a répondu sur le nucléaire à l'occasion d'une question consacrée à la taxonomie européenne, c'est-à-dire au classement des énergies en Europe dans la lutte contre le réchauffement climatique, un sujet qui fait débat ces jours-ci. Écoutez la secrétaire d'État. Le gouvernement français a toujours défendu le fait que le nucléaire a sa place parmi les énergies décarbonées. De fait, avec 50% de notre mix électrique qui est assuré par le nucléaire à horizon 2035, nous utiliserons cette énergie pour un certain temps encore. Et aujourd'hui, vous le savez, ce sont encore 70% de l'énergie que nous produisons qui est nucléaire. Cette énergie, elle conserve donc un rôle clé. Nous avons donc décidé de prioriser pour tenir nos objectifs énergétiques et de défendre l'inclusion du nucléaire dans cette taxonomie. Je vous le confirme, donc c'est une priorité stratégique. Et donc, on l'a compris, sur les bandes de la gauche, on a préféré attaquer le bilan d'Emmanuel Macron depuis 2017 en parlant donc de climato-cynisme et non de climato-scepticisme, mais de climato-cynisme. Écoutez Martine Filleul. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas étonnés de votre réponse. Évidemment, vous avez tout bien fait, votre action est irréprochable. Mais cependant, vous avez été condamné pour inaction climatique. Personne n'est dupe, la France n'est pas à la hauteur. En tout cas, on fait un constat depuis la tribune de presse ici, c'est que ce sujet du nucléaire, du mix énergétique, il s'invite régulièrement ces dernières semaines aux questions d'actualité au gouvernement, bien au-delà du débat autour de la COP26. Steve. Quentin Calmet, merci beaucoup. La feuille de route est très claire en matière énergétique et notamment en matière nucléaire. C'est ce que déclare le gouvernement. Pierre-Jean Verzelen, vous êtes d'accord ? Je suis évidemment d'accord et c'est un débat qu'il faudrait essayer de dépassionner. Lors de la COP26, effectivement, il faut prendre des engagements crédibles et il faut se donner les moyens de les respecter. Il y a plusieurs choses. Un, c'est jouer sur les niveaux de consommation, les habitudes des uns, des autres, des entreprises. Il faut baisser les consommations. Évidemment, il faut s'en donner les moyens. Deuxièmement, quelle énergie on produit ? Et le but du jeu, si on est tous d'accord, c'est de créer de l'énergie décarbonée. Donc c'est le nucléaire. Donc, c'est les énergies renouvelables, ce qu'on appelle le mix énergétique. Tout le monde n'est pas d'accord justement sur ce mix. Et il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Dans l'Aisne, on a le siège de Volkswagen en France, que je suis allé rencontrer il y a quelques jours. Dans 15 ans, 70% des véhicules du groupe seront des véhicules électriques. Si dans 15 ans, 70% du parc automobile français, on ne sera certainement pas à ce niveau, mais pas loin, est à l'électrique, c'est un bouleversement de société. La production d'énergie électrique en France, qui est de 100, il faut qu'elle atteigne 140. Et il faut qu'on imagine ça, les pouvoirs publics, parce qu'on dit aux constructeurs en Europe, allez-y, en 2030, il faut tant de véhicules électriques. Demain, il faut l'énergie. Et on est en France, on a une chance, on a le nucléaire. Allez voir en Allemagne ce qui se passera quand il y aura des véhicules électriques, où la seule énergie, c'est les centrales à charbon. Donc, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, essayer de dépassionner le débat. Puis, dernier sujet quand même, c'est un sujet éminemment important pour la souveraineté du pays. On a la chance de pouvoir être autosuffisant, de s'en donner les moyens, d'avoir la compétence pour. N'allons pas nous tirer une balle dans le pied pour être dépendants des autres sur un sujet tellement important. Jérôme Durain, il y a un consensus chez vous, dans votre famille politique, sur le nucléaire ? Non, il n'y a pas de consensus. C'est un sujet qui est éminemment politique. J'avais en mémoire le débat
Sarkozy Royal, où la question de la part de l'électricité produite par le nucléaire était déjà à l'ordre du jour. Donc c'est un sujet qui irrigue le débat politique. Mais le nucléaire revient à la mode. Le nucléaire revient à la mode, effectivement. Il y a un certain nombre de thèmes qui reviennent à la mode, autour de la souveraineté, autour du nucléaire, autour du Made in France. Alors, c'est cher à mon cœur, puisque le candidat que je soutiens, Arnaud Montebourg, est sur ces sujets-là. Mais sur le nucléaire, il est évident que c'est l'outil par lequel on va sortir du pétrole. Et du coup, la décarbonation de notre économie, elle passe, dans une période transitoire longue, par le nucléaire. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre des décisions plus claires que celles qui ont été prises dans ce quinquennat maintenant? C'est parce qu'il y a une inertie terrible. Ça a été dit par la question de Jean-François Longeot. Les décisions qu'on prend, elles prennent effet dans 15 ans. Donc tout ce qui n'est pas décidé clairement aujourd'hui, c'est autant de retard qu'on prend. Donc il faut conserver le nucléaire comme une énergie de transition longue vers d'autres formes d'énergie renouvelables. Mais on en a besoin aujourd'hui, tout en sachant que ce n'est pas l'énergie du futur, mais c'est une énergie de transition longue. Lord Darcos, vous évoquiez tout à l'heure l'accord de Paris, qui visait à limiter à 1,5% le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. L'objectif est réaffiché, réaffirmé à Glasgow. Est-ce que c'est encore tenable? Est-ce que c'est un mirage? Oui, c'est encore tenable, mais on a perdu beaucoup d'années. Pour une fois, chers collègues, je ne vais pas être totalement consensuel avec vous. Vous savez très bien que dans le précédent quinquennat, pour faire plaisir aux écologistes, vous avez fermé vous avez pris des engagements comme fermer Fessenheim ou d'autres centrales nucléaires. Peut-être qu'il faut en faire des plus propres, des plus petites, mais honnêtement, on a perdu beaucoup de temps. Ça revient à la mode. Dans votre camp, nous, on a toujours pensé à droite que le nucléaire était l'énergie la plus propre. Et chers collègues, vous parlez de l'électricité, nous ne sommes pas du tout autonomes en termes d'électricité. Les constructeurs eux-mêmes sont très inquiets si jamais on arrive en effet à ce pourcentage que vous venez d'indiquer de 70% de voitures électriques. On n'aura pas les capacités. Alors si c'est pour acheter notre électricité en Allemagne, ça va être complètement dingue. Alors moi je crois par exemple à ce qui est en train d'être fait comme recherche sur l'hydrogène et sur d'autres sujets comme celle-là. Mais honnêtement, je veux dire, on a perdu beaucoup de temps. Seul le nucléaire pouvait nous sortir de cette affaire. Donc, et quant à l'éolienne, vous entendez d'ailleurs la plupart des candidats actuellement qui sont en train de concourir pour notre congrès du mois de décembre, dire que autant, alors dans certaines conditions, l'éolienne offshore peut marcher, mais on a laissé faire pendant ce quinquennat une ibarisation d'éoliennes partout. Ça ne marche pas. Moi, un jour de très grand vent, je suis passée dans le Sud-Essonne, les éoliennes ne marchaient pas. Bon, je trouvais ça un peu bizarre. Je dis au maire qui avait ces éoliennes, j'ai dit mais c'est normal. Je veux dire, c'est peut-être là où c'est le plus rentable. Ah, pas du tout. Parce qu'on ne sait pas stocker en fait l'énergie, l'électricité. Dans ces cas-là, quand il y a trop de vent. Donc en fait, les éoliennes ne servent que lorsqu'il n'y a pas assez de vent, et ça détériore complètement, en tout cas, le paysage. Donc à un moment donné, je trouve qu'on a beaucoup tergiversé. Donc bien sûr qu'il faut reprendre cet engagement de la COP de Paris, mais on a perdu, à mon avis, 5 ans. Jérôme Durin, la parole est à la Défense. Vous avez été interpellé par Lord Darcos. C'est une erreur de fermer Fessenheim. En tout cas, il y a eu des erreurs commises à gauche sur cette question du nucléaire. Il y a des erreurs commises à gauche sur tous les sujets, comme chaque gouvernement. Donc voilà, personne n'est précisément sur cette question du nucléaire. Peut-être. Sans doute n'a-t-on pas anticipé tout le monde. Alors, vous connaissez ma sensibilité et moi je ne suis pas dans un territoire où il y a le CEA, mais on a en revanche Framatome qui fabrique les centrales à 300 mètres de chez moi. Donc je suis assez sensible à la compétence, aux qualifications, au savoir-faire. Et le plus important, sans doute, autour de ces sujets-là, c'est de ne pas perdre cette maîtrise technologique. Parce que ça vaut pour construire, ça vaut aussi pour démanteler, et on a une compétence de pointe qui est importante de conserver. Donc le démantèlement d'une centrale, c'était peut-être pas une bonne solution. En tout cas, ce qui est certain, c'est que conserver le savoir-faire, c'est un enjeu stratégique et de souveraineté. La construction de 6 nouveaux EPR évoqués par EDF, vous y êtes favorable, Pierre-Jean Verzelaine? Mais je crois qu'il y a un consensus sur... en tout cas, à titre personnel, j'y suis favorable. Et si je comprends, il y a plutôt un consensus sur... Le nucléaire, énergie d'avenir. Mais oui, énergie décarbonée, énergie d'avenir, compétence nationale. Tout à l'heure, j'ai pas dit que nous étions autosuffisants, j'ai dit que nous avions les moyens de l'être et de le devenir. Donc, même s'il y a des dépendances à l'uranium, à des pays étrangers, etc. Mais dans toute énergie, de toute façon, vous ne trouverez jamais rien de parfait. Vous allez chercher l'éolien, il y a des tas de défauts. Vous allez chercher l'énergie solaire, c'est pareil. Effectivement, pour se fournir, il faut aller se fournir en uranium dans d'autres pays. Il n'empêche que c'est une compétence, un savoir-faire français qui a fait l'histoire de ce pays et qui nous a permis d'exporter cette compétence un peu partout dans le monde. Et il faut continuer à exploiter. Allez, autre sujet, si vous le voulez bien, l'hôpital public. C'était à la une de cette séance des questions d'actualité au gouvernement. Quentin, vous nous résumez un peu ces débats aujourd'hui ?
Oui, c'est vrai, c'est un autre des moments forts aujourd'hui, un moment de tension entre les sénateurs, un tout banc confondu, et le gouvernement, à l'occasion d'une question de la sénatrice rattachée au groupe communiste Marie-Noëlle Lienemann. Et sur cette statistique, l'hôpital public et ses 20% de lits fermés selon une étude du conseil scientifique, faute de soignants. Elle a demandé, cette sénatrice, un moratoire sur la fermeture des lits d'hôpitaux. Et donc c'est le Premier ministre qui a tenu à lui répondre, ce qui n'était pas prévu, et il était assez énervé. Écoutez Jean Castex. De grâce, pas de leçons sur ce sujet, madame. Les ressources médicales, c'est ça notre vrai problème. On sait d'où elles viennent de 50 ans de numerus clausus malthusien. Sous le précédent quinquennat, le numerus clausus a été accru de plus 600, c'est bien, mais notoirement insuffisant. Nous en sommes déjà à plus de 1800, c'est-à-dire 3 fois plus. Alors moi je veux bien entendre tout ça, madame, mais la réalité c'est celle-là. Il ne faut pas avoir la mémoire sélective. Nous sommes collectivement responsables de cette situation et nous y faisons face. Voilà, un moment qui a réveillé tous les spectateurs, puisqu'il y a eu une bronca comme ça sur tous les bancs du Sénat. Marie-Noëlle Lienemann, la sénatrice à l'origine de la question, a répliqué après cette prise de parole de Jean Castex. Écoutez la sénatrice qui avait la voix enrouée tout à l'heure. Le progrès que vous actez cette année, il est que temporaire, exceptionnel. Dès 2023, dans le PLF, il est écrit qu'on allait retourner à la situation antérieure d'un d'âme de 2,3. Demain, avec vous, ce sera comme hier. Il faut changer de politique et redresser l'hôpital public. Voilà, et on va voir ce sujet faire à nouveau la une dans les prochains mois, puisque au micro d'Alex Poussard sur Public Sénat, Bruno Retailleau vient d'annoncer que les LR utilisaient leur droit de tirage pour créer une commission d'enquête sur ce sujet. Steve. Merci beaucoup Quentin Calmet. 20% des lits des hôpitaux publics fermés, donc faute de personnel. Commission d'enquête annoncée par Bruno Retailleau, votre président, Laure Darcos. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission d'enquête ? En effet, qu'on fasse peut-être enfin la lumière sur les problèmes de dysfonctionnement au sein de l'hôpital. Enfin, on l'a dit depuis plusieurs années. Nous, on estime à droite qu'il y a trop d'encadrants, trop d'administration, en fait, enfin de postes administratifs, et pas assez de soignants. Il faut rééquilibrer, c'est ce que vous dites. Il faut rééquilibrer. Pas recruter, rééquilibrer. Enfin, c'est même plus que rééquilibrer. Je pense que c'est vraiment quasiment de passer de nouveau à l'inverse, en fait, avoir 2 fois plus de soignants que d'administratifs. Moi, je voudrais juste te dire quelque chose, parce que la colère du Premier ministre, je peux la comprendre. C'est vrai qu'ils ont rétabli le numerus clausus. On a tous, et je suis d'accord avec Jérôme, on peut tous se reprocher des choses de ce qui n'a pas été fait depuis 20 ans. Simplement, pendant des mois, à 20h, on a applaudi nos soignants. Et pendant des mois, il n'y avait pas plus important que des soignants. J'allais dire, peut-être que nous, on a fait des erreurs dans les quinquennats précédents. Celui-là, avec la crise qu'on a eue actuellement, dont on vient n'est pas terminée d'ailleurs, devrait avoir cette priorité de mettre l'hôpital public à l'honneur. 19 milliards d'euros débloqués pour les Ségur de la santé. Je suis d'accord, mais regardez, pourquoi est-ce qu'on a eu un 2e puis voire un 3e confinement ? C'est qu'on nous avait pris l'engagement à l'époque, au moment du premier été de juillet 2020, qu'on allait passer de 7 000 à 12 000, voire 14 000 lits supplémentaires pour pouvoir accueillir justement les malades. Ça n'a jamais été fait. Il y a eu un blocage complet de ce côté-là. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, toutes les vannes sont ouvertes. La réponse de Jean Castex à ça est la suivante. Le problème n'est pas budgétaire, les postes sont ouverts, mais ils ne sont pas pourvus, nous dit Jean Castex. Mais parce que les médecins n'ont plus envie de revenir dans l'hôpital public. Parce qu'on les paye mal, parce qu'on les traite mal, parce que... J'aimerais entendre vos collègues aussi. Non, mais... Pierre-Jean Verzelen, peut-être sur cette question. Bon, alors moi j'étais élu d'un territoire d'une commune de 1500 habitants, donc j'étais pas directement, si vous voulez, concerné par les sujets hospitaliers. Néanmoins, déjà, l'hôpital, il faut en parler bien. C'est un endroit où il y a un personnel formidable, où il y a de l'entraide, où il y a de la vie. Néanmoins, j'entends effectivement, je connais des gens qui travaillent. Globalement, on voit bien que financièrement, les équilibres ont l'air très compliqués partout, que c'est un peu le bazar dans l'organisation, et qu'effectivement, l'administratif a un peu tout bouffé depuis quelques années. C'est vrai pour eux, c'est vrai d'ailleurs aussi pour l'exercice en libéral. Donc, une mesure rapide, j'allais dire déjà, 1, c'est de soulager terriblement le volet administratif. Numéro 2, il faut revoir les parcours de formation des médecins et des spécialistes.
parce que le numerus clausus n'a rien résolu du tout. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'élèves français qui vont dans des pays étrangers, qui vont en Roumanie, au Portugal, en Espagne faire leurs études et qui reviennent. Il y a visiblement là-dedans quelque chose qui fonctionne pas bien. C'est la première année où il est supprimé officiellement. Et que nous pourrions certainement assouplir les choses en termes de formation. Et troisièmement, je vais peut-être choquer, je sais que mon discours n'est pas forcément très populaire chez les médecins et chez les médecins libéraux, mais aussi bien pour l'hôpital public que pour l'installation des professions de santé dans des territoires ruraux, dans des territoires tendus. Moi, je suis plutôt favorable, selon votre classement, à ce que vous deviez aller sur tel ou tel territoire qui est en difficulté. Dans les déserts médicaux. Ça existe à l'hôpital et dans les déserts médicaux. Ça existe pour des professions comme les pharmaciens, ça existe pour des professions comme les notaires, et ça marche plutôt bien, et ça maille le territoire. Et la médecine, aussi bien les études que le fonctionnement de la sécurité sociale. On est dans quelque chose de tout à fait public, et c'est un service public absolument essentiel. Et je crois beaucoup au genre de système, il faudra se poser la question, pas prendre en traite ceux qui ont démarré leurs études, mais qu'il y ait un vrai débat avec ceux qui vont les démarrer leurs études. Jérôme Durin, vous êtes d'accord avec vos collègues, le problème est avant tout administratif à l'hôpital public ? Non, le problème, le problème de la santé est global, parce qu'on parle de l'hôpital public, mais il y a les déserts médicaux dans les territoires, il y a les collectivités qui prennent le relais sur leur propre budget de ce que l'État n'arrive pas à faire. Donc il y a un vrai sujet. Les GHT, ça fonctionne assez moyen, les groupements hospitaliers de territoire. Les intérimaires qu'on n'arrive plus à recruter et qui voient des services fermés. Donc il y a un problème global. Donc effectivement, structurellement, dans cette élection présidentielle, puisqu'on y est déjà, le sujet de la santé, le sujet du service public, alors, quelle est votre proposition à vous ? Alors, ma proposition à moi, c'est que le gouvernement fasse un peu profil bas sur 3 sujets. La réponse de Jean Castex, c'est une réponse de début de mandat. Vous avez mal fait. On ne comprend pas qu'à la fin d'un quinquennat, le Premier ministre s'en prenne à ses oppositions en disant c'est de votre faute. C'est pas normal. Deuxième sujet, c'est la question du carnet de chèques. On nous annonce déjà, Canard enchaîné de ce matin, qu'on va avoir un PLFR alors que le budget, un projet de la finance rectificatif, alors que le budget n'est même pas voté, parce que Emmanuel Macron sort le chéquier partout où il va. Donc il y a quand même un petit peu d'hypocrisie, et au fond, c'est un peu inquiétant. Dernier sujet qui paraît quand même inquiétant, c'est que c'est le conseil scientifique, les 20%. Oui. C'est le conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, qui est un organisme indépendant, provisoire, temporaire, qui vient donner des chiffres qui devraient remonter par l'appareil d'État. Alors Gabriel Attal annonce une enquête là-dessus. Mais voilà, plutôt que de compter, on ferait bien d'apporter des solutions. Pour toutes ces raisons, il faut effectivement revoir les choses de fond en comble. Une commission d'enquête, pourquoi pas. Il faut un vrai projet pour la santé dans les territoires, dans l'hôpital public, et une bonne articulation entre le public privé et le numerus clausus. De toute façon, ça ne produira ses effets que 10 ans après sa fin. Donc, il n'y a plus de place pour les accueillir. On a un vrai sujet de fond et de crédit. Enfin, et le service public dans ce pays, c'est quoi ? Quel budget on y consacre ? Tout ça est devant nous. Et j'espère qu'il y aura une clarification. C'est déjà une question qui est d'actualité dans cette campagne présidentielle. Philippe Juvin, candidat candidat à la candidature Les Républicains et chef de service des urgences à l'hôpital Pompidou, il connaît bien un peu ce sujet. Il propose la fin de la fermeture des lits et le doublement du nombre d'infirmiers, d'aides-soignants et de médecins. C'est une bonne proposition, Laure Darcos ? Oui, alors, il faut voir son financement. Mais pour ça, je vous dis, je pense qu'il faudra peut-être en effet faire des économies ailleurs et pourquoi pas en effet dans une réorganisation à nouveau. Est-ce que les ARS n'ont pas montré aussi leurs limites en fait voilà, c'est un sujet sur lequel poser la question. on s'est souvent posé la question, même si on a pu le voir pendant le Covid, il y avait des ARS très très compétents, très très proches des élus locaux, et d'autres qui l'étaient moins. C'est la superstructure, ça m'a jamais plu. Je pense qu'il faut être au plus près du terrain. Je suis entièrement d'accord avec mes collègues. Décentraliser. Et pour répondre à mon collègue, en fait, c'est vrai quand il y a eu le plan, le projet de loi santé, il y a maintenant 2 ans, 3 ans, c'était avant le Covid, il y a l'avant-après, le fait d'avoir proposé, et je me souviens que c'est ma collègue Corinne Imbert qui l'avait proposé, qu'on puisse en effet demander, exiger que des étudiants en médecine aillent automatiquement faire 1 an, alors ça a été réduit à 6 mois, des stages en province, sur le territoire, soit pour devenir
médecins généralistes ou spécialistes dans des territoires, soit de pouvoir en tout cas être dans des hôpitaux décentralisés, pas simplement en métropole. Je trouve que c'est une excellente idée. Nous, on commence à concevoir en fait des lieux d'accueil pour ces futurs jeunes étudiants en médecine. Je pense que ça peut être aussi une des solutions. Il faut appréhender autrement la médecine que par ces énormes, ces mégalopoles de structures qu'on a dans quelques grandes villes et refaire quand même de l'hôpital de proximité. Mais à ce moment-là, peut-être pas toutes les spécialités partout. Il faut, moi je garde toujours bien sûr en mémoire le fait qu'une femme enceinte, est-ce que au-delà de 50 km, est-ce qu'elle va pouvoir trouver un obstétricien et un service qui va pouvoir l'accueillir? Ça reste pour nous élus locaux une des priorités par exemple. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laure Darcos. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation est auditionné par les sénateurs. À l'ordre du jour, le budget 2022. Quels sont les crédits alloués à l'éducation nationale pour l'année prochaine et quels sont les plans du gouvernement en la matière? Comment se fera la répartition de ces crédits? Jean-Michel Blanquer devra répondre à toutes ces questions dans quelques instants. Petite question là, juste avant que l'audition débute. Vous attendez quoi, vous, de cette audition de Jean-Michel Blanquer? Écoutez, sur la répartition des crédits pour l'année prochaine, hein, grosso modo, sur l'éducation nationale. Je pense qu'on n'aura pas de surprise de ce côté-là, mais puisqu'on parlait d'une grosse structure, d'une hyperstructure qu'est la santé, je pense qu'avec l'éducation nationale, on a quelque chose qui est un peu... Ça va être un enjeu pour la présidentielle, évidemment. On y est, 17h, allons-y. L'audition a débuté de Jean-Michel Blanquer, on se retrouve juste après pour un débrief.